Tout d'abord, nous remercions l'International Health Society et le RESAPSI de nous avoir associés à cet important atelier et ma présentation portera sur l'infection à COVID-19 et le VIH. L'infection à COVID-19 est une maladie émergente responsable d'une pandémie. À la date du 8 octobre, nous étions à 50 millions de cas avec 1 200 000 décès. Les conséquences de la crise sanitaire liées à cette pandémie sont nombreuses, marquées par une perturbation des services de santé, avec un impact sur la prise en charge des autres pathologies, notamment des pathologies chroniques. Il a été démontré que les personnes présentant des comorbidités étaient vulnérables, pouvaient faire des formes sévères, et les personnes infectées par le VIH font partie de ce groupe de personnes vulnérables. Mais également, nous le verrons au cours de cette présentation, quand on parle de perturbation des services de santé, quel a été l'impact sur le programme VIH en termes de dépistage, de traitement, mais également de prévention. Depuis le début de l'épidémie, plusieurs publications ont été faites. En tout cas, ils sont intéressés à la particularité de cette infection à COVID-19 chez les personnes infectées par le VIH. Est-ce qu'ils avaient un risque infectieux supérieur? Quels étaient les aspects cliniques, la létalité et le pronostic? Les séries de cas ont été publiées et par la suite des méta-analyses avec parfois des données contradictoires. Au départ, on parlait d'un risque beaucoup plus faible, ensuite maintenant d'un risque beaucoup plus élevé de faire des formes graves et on s'est même intéressé à l'efficacité ou bien au rôle protecteur des antiviraux. Cette première méta-analyse que je vous présente, qui a eu à inclure 17 études avec 146 patients inclus, qui étaient sous traitement antirétroviral avec une charge virale indétectable, une prévalence non négligeable des comorbidités, et la mortalité en comparant les patients VIH et les patients non VIH, et ils ont retrouvé en tout cas que le taux de mortalité et le taux de la prévalence, dans cette première revue qui avait été publiée, ils ont conclu qu'il n'y avait pas de différence pour la prévalence et la mortalité. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a une évolution, en tout cas, par rapport à ces données. Cette première étude, cette seconde étude que je vous présente, c'est une étude qui a été réalisée à New York sur, en tout cas, l'évolution des patients infectés par l'infection à COVID-19 et qui étaient infectés par le VIH. Et les conclusions, nous pouvons voir qu'après ajustement, le risque d'hospitalisation et le risque de décès, en tout cas, était supérieur chez les patients infectés par le VIH. Cette étude qui a été présentée récemment lors de ID Week en fin octobre, qui s'est intéressée à la prévalence du VIH chez les patients COVID-19 et également aux aspects pronostiques. Une revue systématique est une méta-analyse ayant inclus 14 études avec 592 personnes infectées par le VIH. Ils ont retrouvé que la prévalence du VIH chez les patients COVID-19 était plus élevée de 1,22% versus 0,65% dans la population générale et cette prévalence était de 1,43% aux États-Unis. Et concernant la mortalité chez les patients infectés par le VIH, elle était de 14% et les conclusions, c'est que les personnes vivant avec le VIH pourraient être plus vulnérables à l'infection à COVID-19. Concernant les caractéristiques cliniques, cette revue qui a été réalisée entre décembre et juin, ils ont eu à inclure 378 patients, sexe masculin pour la plupart, âgés entre 40 et 59 ans. Dans 60% des cas, ils étaient sous traitement antirétroviral, dont la majorité avec une charge virale indétectable et près de la moitié avaient plus de 200 CD4. Et les conclusions, c'est des formes sévères, une prévalence quand même non négligeable, de presque 36%. Quand on s'intéresse à la mortalité, on retrouve une létalité comparable à la précédente étude que je viens de vous présenter, donc de 14%, plus élevée que dans la population générale. Aux États-Unis, on est à 13,9% versus 5,8%. Toutefois, il faut quand même dire que en Italie et en Espagne, ils avaient retrouvé que la mortalité était beaucoup plus faible chez les personnes vivant avec le VIH, 3,8% versus 11%, ce qui concerne l'étude italienne. Et la question qui se sont posées à la fin de cet article-là, est-ce qu'il existait un lien entre la sévérité, la mortalité et le taux de lymphocytes TCD4? En s'intéressant de façon beaucoup plus spécifique à ces formes sévères, cette étude qui a été réalisée à New York, qui a eu à inclure essentiellement des patients sévères qui ont été hospitalisés, parce que sur 92
patients, 72 étaient admis et 26% étaient en unité de soins intensifs, toujours des patients qui étaient suivis depuis une durée médiane de 20 ans avec une charge virale indétectable. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Tout d'abord, ils ont comparé le taux de CD4 avant l'infection à COVID-19 et au cours de l'infection et ils ont constaté une baisse significative du taux médian de lymphocytes TCD4 avec donc un taux qui est passé à 464 à 188, mais également une baisse. En tout cas, on sait que l'infection à COVID-19 est associée à une lymphopénie, une baisse également du taux médian de lymphocytes. Ils ont comparé les patients guéris des patients décédés avec un taux de lymphocytes beaucoup plus faible chez les patients décédés, un taux de CRP, les marqueurs inflammatoires plus élevés et les cytokines qui sont beaucoup plus élevés, l'interleukine 6 et l'interleukine 8, beaucoup plus élevés chez les patients décédés. Donc, les marqueurs inflammatoires plus élevés avec une augmentation de risque de forme beaucoup plus sévère chez les personnes infectées par le VIH. Concernant l'association infection-décès au cours de l'infection à COVID-19 et le taux de CD4, c'était une multicentrique réalisée de 36 pays, dont les 33 étaient aux États-Unis, des patients, une forte prévalence quand même de comorbidité de 80,8%, un taux de létalité qui est à 16% chez les patients admis et de 51% chez les patients en unité de soins intensifs. Concernant le critère de jugement principal, c'est-à-dire le suicidaire, l'hospitalisation en unité de soins intensifs, la ventilation et le décès, une prévalence quand même de 30,5%. Et ils ont retrouvé toujours les facteurs classiques qui sont connus, l'âge avancé, la présence de comorbidité, notamment de maladies pulmonaires chroniques, d'hypertension artérielle. De plus, ils ont retrouvé dans cette étude que le risque de décès était beaucoup plus élevé chez les patients qui avaient un bas taux de CD4 par rapport aux patients bas taux de CD4 à moins de 200. Concernant l'efficacité du traitement antirétroviral, soit pour traiter ou pour prévenir, cette méta-analyse qui s'est intéressée au traitement avec l'association Lopinavir-Ritonavir, ils ont inclus 6 études et les conclusions, il n'y avait pas d'avantage dans l'amélioration clinique dans 4 études, pas de réduction également du taux de mortalité. Et ici, nous avons en tout cas cette figure qui est extraite de l'essai clinique qui a été réalisé en Chine, où ils ont comparé 14 jours de prescription de lopinavir-ritonavir chez les formes sévères de COVID-19 et ils ont retrouvé qu'il n'y avait pas en tout cas de différence par rapport au taux de guérison. De même, par rapport à la PrEP, notamment l'efficacité de l'association tenofovir, lamivudine ou tenofovir, emtricitabine et les conclusions, c'est que la PrEP ne protégeait pas contre l'infection à COVID-19 et n'empêchait pas l'évolution vers une forme sévère. Après cette mise au point chez les patients, en tout cas infectés par le VIH, la sévérité et l'efficacité des traitements, quel est l'impact sur l'épidémie à COVID-19 sur le programme VIH? Une enquête qui a été réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU-SIDA et également l'UNICEF, avec 43 pays qui ont participé. On peut constater sur cette figure une baisse importante, en tout cas, du taux de dépistage qui est noté dans tous les pays, à l'exception du Rwanda, donc entre janvier et juillet, et une amélioration a quand même été notée dans certains pays, Mozambique, Madagascar, Rwanda. Cet impact également sur le dépistage est constaté chez les femmes enceintes avec une baisse du taux de dépistage chez les femmes enceintes, dont un impact sur la prévention de la transmission en mère-enfant, en dehors du Mozambique et de la Jamaïque. Heureusement qu'en juin et en juillet, 14 pays sont revenus en tout cas au niveau qu'ils avaient atteint en février. Concernant l'accès au traitement antirétroviral, toujours dans le cadre de la prévention de la transmission verticale, ils ont noté une baisse en tout cas du taux de prescription de traitement antirétroviral dans les 15 pays qui ont participé et une amélioration en juillet est notée, sauf pour l'Afrique du Sud, la Sierra Leone, le Botswana, mais également le Togo. Concernant l'impact de l'épidémie à COVID-19 sur l'utilisation de la PrEP et le comportement sexuel, je vous présente 2 études. Tout d'abord, cette première étude australienne où ils ont enquêté 940 hommes gays et bisexuels. Ils ont retrouvé une réduction de 65% des relations sexuelles. Cela se comprend avec la distanciation sociale et également
les différentes restrictions. Près de 46% avaient pris la PrEP avant l'infection à l'épidémie à COVID-19 et donc plus de la moitié d'entre eux ont continué à l'utiliser et ceux qui ont arrêté, c'est-à-dire 86%, ils ont déclaré que la principale raison c'est du fait de l'épidémie et que dans 17%, seulement 17% ont déclaré qu'ils ont eu des difficultés à accéder à la PrEP durant cette période. Une autre étude toujours qui s'intéresse à l'accès à la PrEP, aux États-Unis cette fois-ci, ils ont noté une diminution de la PrEP quotidienne du taux d'utilisateurs de 95% à 61%. 57% ont déclaré qu'ils n'avaient pas eu de partenaire sexuel durant cette période. 32% avaient arrêté au cours de la période durant cette période d'épidémie. L'une des principales raisons, c'est qu'ils n'avaient pas pris de risques. Et il faut noter que par rapport au suivi des recommandations, des lignes directives, en tout cas dans l'instauration de la PrEP, notamment dans la surveillance des infections sexuellement transmissibles, dans près de la moitié des cas, les patients avaient été traités sans pour autant bénéficier d'infections sexuellement transmissibles, sans pour autant avoir une confirmation au laboratoire. L'impact dans les procédures de suivi, on va dire, surtout dans la procédure de dispensation, avec l'infection à COVID-19, un certain nombre de contraintes avec la restriction des voyages, les difficultés de transport, les confinements. Donc, il y a eu un impact sur les services de dispensation et de suivi, avec une accélération du processus de dispensation du traitement antirétroviral sur plusieurs mois. Cette étude qui a été présentée lors de la conférence de AIDS 2020, qui rentre dans le cadre d'un réseau africain de 14 pays d'Afrique subsaharienne, où ils ont noté l'augmentation de la dispensation sur plusieurs mois, de 3 à 6 mois, avec même une augmentation de la cible, avec des patients qui pouvaient recevoir une dispensation de 3 à 6 mois, indépendamment du niveau de la charge virale. Chez les patients également naïfs, chez les femmes enceintes, même chez les enfants qui avaient une charge virale indétectable. Et cette dispensation sur plusieurs mois s'est même étendue au traitement préventif de la tuberculose. Sur les dernières slides, je vous présente une enquête qui a été réalisée par l'Organisation mondiale de la santé et on peut voir ce que je disais tantôt, la dispensation en tout cas sur plusieurs mois qui est constatée dans 39 pays qui ont été enquêtés, en tout cas qui ont participé en Afrique, avec 80%, dispensation de 3 mois et même de 6 mois. Concernant les perturbations, l'approvisionnement en traitement antirétroviral, nous pouvons voir des perturbations ont été notées dans certains pays d'Afrique, mais également d'Asie, et c'est un pays qui ont signalé en tout cas une perturbation dans l'approvisionnement des traitements étaient 36 pays. Concernant les pays qui ont déclaré qu'il y avait une perturbation des différents services, on peut constater que les services les plus concernés, c'est le dépistage. Donc, c'est vraiment le dépistage, d'une part, et d'autre part, le monitoring de la charge virale, sans oublier l'atteinte également des populations clés. Et avant de conclure, je vous présente ce rapport qui a été rédigé, publié par l'ONU-SIDA et qui revient sur les différentes opportunités qu'offre l'expérience qui a été acquise dans la lutte contre l'infection à VIH pour la gestion de l'épidémie à COVID-19. Quand on pense à l'engagement communautaire durant cette épidémie à COVID-19, sur une enquête qui a été faite auprès de 160 acteurs de la société civile, ils ont pu constater que 72% ont participé, en tout cas qui étaient déjà actifs dans la lutte contre l'infection à VIH, ont participé dans la prévention contre l'infection à COVID-19. Nous avons avec cette épidémie à infection à VIH, la gestion également des données. On peut également se servir de la coordination multisectorielle en ce qui concerne les infrastructures, les différentes plateformes pour en tout cas booster le dépistage, le monitoring de l'efficacité de la charge virale VIH qui a été utilisé en tout cas pour le diagnostic de l'infection à COVID-19, sans oublier la mobilisation des différents leaders qui travaillaient déjà dans le domaine de l'infection à VIH dans plusieurs pays, certains leaders qui sont bien connus dans la lutte contre l'infection à VIH ont joué un rôle central dans la lutte contre l'épidémie à COVID-19.
Pour conclure, l'association, en tout cas l'infection à COVID-19 chez les personnes infectées par le VIH, qui représente avec des formes sévères qui sont notées avec un taux non négligeable, pouvant aller jusqu'à 30%. Parmi les facteurs pronostiques, les facteurs classiques sont retrouvés, c'est-à-dire l'âge, la présence de comorbidité, sans oublier, en lien avec l'infection à VIH, un bas taux de CD4. Donc, il faudra particulièrement surveiller ces patients. Et encore, en termes de prévention, nous n'insisterons jamais assez sur le respect des mesures barrières. Concernant l'impact sur les programmes VIH, il faudra vraiment réfléchir, comme nous avons pu le constater, un impact sur le testing, sur l'approvisionnement en traitement antirétroviral. Donc, il faudra réfléchir sur les mesures à mettre en place, sur le maintien des services de santé pour ne pas compromettre l'atteinte des 3,90. Je vous remercie pour votre aimable attention.